Bonjour à tous. C'est un honneur d'être ici dans cet amphithéâtre extraordinaire. Et je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué, mais sous le regard de Descartes. Celui qui a pensé que l'animal était une machine. Les choses ont bien changé depuis. Alors moi, je suis Laurence Parisot et je suis surtout, peut-être certains ont une autre vision de moi, mais je suis surtout, et c'est un honneur, vice-présidente de la LFDA. Et c'est à ce titre que je vais animer cette table ronde avec deux grands experts du sujet que nous abordons aujourd'hui. Nous sommes en effet avec d'un côté Michel Bossier, vétérinaire passionné et président d'honneur du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires. Et puis avec Alain Boissy, vous êtes directeur de recherche à l'INRA et directeur notamment du Centre national de référence sur le bien-être animal. Donc avec ces deux personnalités, nous allons pouvoir, je pense, faire un état des lieux de la science aujourd'hui, de nos connaissances, et notamment dans le cadre de la relation qui peut exister entre les professionnels qui sont en contact des animaux, qu'ils soient éleveurs ou vétérinaires, et les chercheurs comme Alain Boissy. Messieurs, nous allons devoir tenir le timing. Donc je vais tout de suite vous donner la parole, Michel. Je vous donne 7-8 minutes et ensuite Alain, vous réagirez et j'espère que nous aurons quelques minutes encore pour un petit peu de discussion et de confrontation entre nous. Merci Laurence. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, donc j'ai le plaisir de participer à ce colloque et d'intervenir sur cette première table ronde qui s'intéressera aux apports de la science. Est-ce que la science peut apporter au bien-être animal? Alors, je suis vétérinaire, j'ai été praticien pendant une trentaine d'années dans une région d'élevage à l'étang. C'est un élevage de type traditionnel. Ce sont des élevages qui ne font pas partie des élevages les plus controversés. L'animal, la vache, est au pré pendant une grande partie de l'année. Elle se nourrit d'herbe dans des prairies naturelles. Le petit veau est élevé à la mamelle. J'ai parfois l'habitude de dire à des citadins qu'il est élevé au sein. Voilà. Donc, j'ai eu cette chance d'être précisément, de par mon métier, mon activité de praticien, au contact du monde de l'élevage, des éleveurs. Et je crois que l'intérêt peut-être de mon témoignage, c'est celui du professionnel dont la formation est fondée sur la science, puisque nous parlons de science maintenant, et qui en même temps est un partenaire de l'éleveur et de l'élevage présent en permanence dans les exploitations, présent d'une façon directe ou indirecte, mais le lien avec l'éleveur est quelque chose de permanent. Moi, mes éleveurs, je les voyais pratiquement pour chacun d'entre eux plusieurs fois par mois. J'avais des échanges non seulement en étant présent dans les exploitations, j'avais fait une moyenne un jour, finalement, je pouvais être présent une moyenne de 30 à 35 fois par an sur l'exploitation. Et je les voyais pratiquement toutes les semaines, puisqu'ils se déplaçaient à mon cabinet. Donc, le vétérinaire constitue, de mon point de vue, une véritable interface entre l'élevage et la science, et le monde des scientifiques, représenté ici à cette table ronde par Alain. J'ajoute que le vétérinaire ne constitue pas seulement une interface entre l'élevage et la science, il constitue aussi, en tant que praticien, une interface entre les citadins et puis les ruraux, entre les citadins et les éleveurs.
Moi, j'ai eu la chance de participer à l'activité d'un cabinet mixte dans une région, évidemment, d'élevage, mais dans une ville qui comportait quelques dizaines de milliers d'habitants. Donc, effectivement, j'avais aussi dans mon activité une activité auprès des animaux de compagnie. Et quand il y a eu des grandes crises type BSE, eh bien, effectivement, j'observais bien la réaction de mes éleveurs face au comportement des citoyens consommateurs, et de la même manière, je pouvais apprécier le comportement ou les réactions des citoyens consommateurs par rapport à l'élevage. C'est bien que le vétérinaire peut apparaître quelque part comme une sorte de médiateur dans ces controverses qui précisément ont été évoquées il y a un instant par Elsa Delanoux. Donc, médiateur entre producteurs et consommateurs, voilà, c'est une possibilité pour le vétérinaire. Alors, le vétérinaire, bien entendu, il est connu comme étant le médecin des animaux, donc c'est la représentation qu'en a, je dirais, chaque citoyen. Il est d'abord préoccupé de santé animale, et historiquement, il s'est d'abord préoccupé de santé animale. Vous le savez, les écoles vétérinaires ont été créées dans notre pays, la première école vétérinaire au monde, c'est-à-dire l'idée d'apporter une formation fondée sur la science à un corps de professionnels en charge des maladies animales. Ça a été inventé en France, mais disons, il y a 250 ans, l'objectif, c'était un objectif de santé animale pour permettre aux éleveurs de ne pas crever de faim, si je puis dire. C'était un peu cela. Au XIXe siècle est apparue de façon très très nette la préoccupation de santé publique quand les vétérinaires se sont préoccupés de la sécurité sanitaire des aliments. On aurait pu imaginer que les médecins s'en emparent, mais ce sont les vétérinaires qui s'en sont emparés. Et puis, au XIXe siècle, il y a eu Pasteur également, et les vétérinaires ont compris l'importance de la santé publique, puisque, vous savez, Pasteur était mal vu des médecins au départ. Il n'était pas médecin, il était chimiste. Donc, il se mêlait de donner quelques conseils aux médecins, de leur dire de se laver les mains. Donc, c'était très mal accepté, naturellement. Tandis que les vétérinaires, peut-être plus modestes, ont suivi massivement Pasteur. Les premiers disciples de Pasteur ont été à part égale des médecins et des vétérinaires. Donc, vous voyez, si je vous cite simplement le BCG, Bacille de Calmette et Guérin, Calmette était un médecin, Guérin était un vétérinaire. Bon, donc il y a eu cette préoccupation de santé publique, mais j'en viens à notre sujet, le bien-être animal. Il n'y avait pas de prise de conscience, si vous voulez, d'un exercice au profit du bien-être animal. C'est quelque chose qui est apparu plus tardivement, disons-le franchement, deuxième moitié du XXe siècle, si je veux être un petit peu caricatural. Ce que je retiens ici à ce stade, c'est que le vétérinaire est un témoin, disons, intervenant dans les éleveurs, il est un acteur, et je pense aussi que de par sa formation, et je soutiens, et je l'ai soutenu en tant que président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, il peut être un expert, peut-être un des meilleurs experts du bien-être animal, compte tenu de sa formation scientifique en anatomie, en physiologie, en comportement, laquelle formation en comportement aujourd'hui est considérablement renforcée dans les écoles vétérinaires. Les jeunes vétérinaires ont une formation en comportement qui n'a rien à voir avec celle que j'ai pu recevoir. Et puis, je crois aujourd'hui une prise de conscience très nette de la part des vétérinaires de la dimension éthique du bien-être animal et de leur rôle là-dedans. Alors, je ne vais pas insister maintenant sur les controverses, puisqu'elles ont été développées par Elsa. Je me permettrai juste de dire, peut-être, Elsa Delanoux a moins insisté sur les raisons nutritionnelles et diététiques, puisqu'effectivement, moi j'avais retenu que les trois principales causes de controverses en élevage, ce sont les raisons écologiques, les motifs écologiques qui ont été développés par Elsa, mais également il y a les raisons nutritionnelles et diététiques. Ce sont toutes les controverses au sujet de la consommation excessive du lait, des produits laitiers, et puis aujourd'hui de la viande. La viande, voilà, est-elle cancérogène, ne l'est-elle pas, etc. Bon, et puis bien sûr, les raisons éthiques, ça a été rappelé. Et ce que je voulais simplement dire, c'est que dans tous ces débats, dans toutes ces controverses, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de passion. Il y a de la compassion, c'est bien. On a parlé d'anthropomorphisme tout à l'heure. L'anthropomorphisme n'est pas à rejeter en soi. Il n'est pas forcément incompatible non plus avec une approche scientifique. Il faut de la compassion, il faut de l'empathie, mais il faut, à mon avis, de mon point de vue de vétérinaire, il faut mettre de la science. Et vous me voyez venir, effectivement, on va se tourner assez rapidement vers Alain qui va nous expliquer en quoi la science peut apporter à la connaissance et au progrès du bien-être animal. Alors, quand on dit la science, évidemment, on peut avoir des réactions, je dirais, vives et d'opposition, et notamment dans le monde, je dirais, de ceux qui s'émeuvent de la condition jugée mauvaise des animaux.
Quand on pense à la science, on pense tout de suite à l'expérimentation animale. Et il est vrai que la science a d'abord été au service exclusif de l'homme. L'animal, notamment en expérimentation animale, à partir des travaux de Claude Bernard, était un instrument de la science au service de l'homme. Bon, il faut revoir ici toute l'influence de la culture religieuse. Je pourrais y revenir après dans la discussion si on veut, mais à l'époque, et même, je dirais, après les Lumières, effectivement, l'humanisme était un progrès, je dirais, qui a peut-être éloigné l'homme de Dieu, mais pour autant n'avait pas fait, à part des gens comme Rousseau, peut-être au siècle des Lumières, qui s'était ému de la condition animale, pour autant, on maintenait, je dirais, dans cette forme d'humanisme, dans l'humanisme du siècle des Lumières, un humanisme qui privilégiait l'homme par rapport au reste de la nature. Voilà. Et puis pour en revenir à ce qui nous concerne aujourd'hui, l'élevage, eh bien, il y a une autre application de la science, c'est la zootechnie, qui s'est considérablement développée à partir du XIXe siècle. Alors c'est vrai que le mot est déjà en soi peut-être choquant, mais il est vrai que, incontestablement, la science a permis de mieux nourrir les animaux, de mieux, je dirais, connaître la génétique et d'augmenter disons, la productivité et a conduit incontestablement à l'intensification de l'élevage. Et je dirais que l'INRA, qui est devenu INRAE, qui est aujourd'hui représenté par mon ami Alain Boissy, a largement contribué dans la deuxième moitié du XXe siècle en France, par ses apports, peut-être pas forcément au bien-être animal, à une intensification de l'élevage, mais aujourd'hui, il y a eu effectivement une prise de conscience à force d'utiliser l'animal comme instrument. On a fini par s'apercevoir par le connaître, par découvrir, comme le dit Pierre Lenindre, que l'animal a un cerveau, et la science s'intéresse au cerveau des animaux. Et voilà, c'est toutes les révélations de l'éthologie, des neurosciences, ce sont des révélations importante. La science s'intéresse maintenant à l'animal pour lui-même. Ça, je crois que Alain nous en parlera, mais je crois quand même que depuis 2009, avec le rapport, je dirais, de l'INRA qui avait été coordonné par Pierre Lenindre sur les douleurs animales, et puis celui de 2017 sur la conscience animale, on est effectivement, notamment dans nos instituts de recherche, dans une toute autre approche de l'animal et de son bien-être. Ouais, je crois que là, il est temps, Michel, oui. Justement, vous avez très bien préparé. Je crois, mais j'étais arrivé au bout de ce que j'avais dit. La parole à Alain, qui va effectivement nous donner l'état des lieux de la science sur le sujet, peut-être comment les choses ont évolué et comment vous les analysez aujourd'hui. Merci. Merci Madame Parisot, merci Michel Bossier. Bon, je pense que j'ai été super bien introduit, je n'ai plus grand-chose à dire, mais je vais quand même parler, vous inquiétez pas. Et je voulais avant toute chose remercier Monsieur Louis Schweitzer, président de la LFDA, et puis de l'association, de toute l'équipe de l'association également pour cette invitation. À présenter, de faire un tour d'horizon très rapide de la science, l'apport de la science dans le domaine du bien-être animal. Et j'ai sous-intitulé, puisque Michel a parlé le point de vue du vétérinaire, et moi je me suis mis comme sous-titre le point de vue de l'animal ou le point de vue des animaux. Donc il faut savoir que INRA et INRAE maintenant développent depuis une trentaine d'années, en lien avec ce que Elsa Delanoux nous a présenté dans les années 90, voilà, où la question du bien-être des animaux faisait vraiment surface. Développe des travaux de recherche qui ont pour vocation à la fois de chercher à comprendre, d'évaluer et puis d'améliorer le bien-être animal. Et pour ce tour d'horizon rapide, j'ai choisi le fait de rester simplement sur la partie comprendre. Comprendre, il s'agissait avant toute chose de savoir que, comme la réglementation européenne, l'OIE ensuite, et puis plus récemment avec le Code civil en France, les animaux, notamment les animaux d'élevage, sont définis comme des êtres sensibles, des êtres vivants doués de sensibilité. Il
faut savoir que le législateur s'est gardé de définir la notion de sensibilité. Et ce sont les travaux, notamment des scientifiques, qui ont permis de comprendre en fait comment accéder à ce cerveau dont parlait Michel Bossier. Et je fais référence, donc, comme Michel l'a introduit, à la première expertise collective sur les animaux qui a été menée par l'INRA en 2009. Donc une expertise collective, c'est en fait un ensemble de chercheurs, une quinzaine ici, de disciplines différentes, qui ont fait une analyse très sérieuse de la bibliographie pour mettre en évidence effectivement que les animaux, qu'ils soient des animaux terrestres ou les poissons notamment, ressentent la douleur. Donc il fallait le démontrer. Et à partir de l'analogie avec les 3 R développés en expérimentation animale, donc il a été défini les 3 S qui sont rappelés ici. En fait, supprimer la source de douleur quand c'est possible, substituer les pratiques par des pratiques moins douloureuses, moins invasives, et pouvoir soulager. Quand la douleur est inévitable, pouvoir soulager la douleur par des traitements thérapeutiques adaptés. Plus généralement, donc au-delà de la douleur, nous sommes aussi intéressés à l'évaluation des émotions au sens général des animaux, pour comprendre la notion de sensibilité, qui est donc généralement appréhendée chez les animaux par leur langage corporel, les réactions comportementales et les réactions physiologiques. Et nous avons cherché à montrer, au travers d'une approche qui s'est en fait très inspiré des approches développées en psychologie et médecine humaine, que les émotions n'étaient pas des réponses réflexes, comme on voulait bien le voir chez les animaux, mais qu'elles dépendaient réellement de la manière dont l'animal évalue la situation. Et c'est ces capacités cognitives qui ont été montrées chez les animaux qui permettent d'accéder en fait au processus émotionnel tel qu'il s'est symbolisé ici. On peut accéder maintenant à donc un ressenti des animaux au travers de leur capacité à évaluer, à percevoir, à se représenter le monde environnant à partir d'un certain nombre de critères. Et ainsi, nous avons pu conclure et démontrer que les animaux de ferme sont capables de ressentir à la fois des émotions négatives, telles que la douleur, dont on vient de parler, de la peur, mais aussi des émotions positives. Et plus récemment, donc la deuxième expertise collective menée par l'INRA sur les animaux, qui est donc sur la conscience animale, pour définir, là encore, à partir des travaux développés en santé et en psychologie humaine, définir la notion de conscience telle qu'on peut l'appréhender chez l'animal, qui est rappelée ici comme étant l'expérience subjective, phénoménale, que l'individu a de son environnement, de son propre corps, voire même de ses propres connaissances. Et un certain nombre de travaux ont bien montré ces capacités que les animaux ont de traiter l'information et de donner du sens à l'environnement auquel ils sont confrontés. Et enfin, nous arrivons à une réactualisation de la définition à partir du moment où la sensibilité est reconnue chez les animaux, et qu'il fallait revoir notre façon d'appréhender le bien-être chez l'animal, qui n'était plus simplement d'assurer une bonne santé ou un bon logement, voire un bon niveau de production. C'est suffisant, c'est nécessaire, je veux dire, mais non suffisant. Et qu'il est important de se soucier vraiment du ressenti, de la nature de conscience que les animaux sont capables de développer par rapport à leur environnement. Et je présente ici la définition qui réactualise, proposée par l'ANSES en 2018, où le bien-être d'un animal, c'est l'état mental et physique positif, lié à la satisfaction de ses besoins à la fois physiologiques et comportementaux, et ainsi que de ses attentes, de sa capacité à se projeter dans le futur et de réutiliser le passé. Et cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Donc c'est cette idée finalement que
il y a une dimension temporelle dans l'appréhension du bien-être des animaux. Ce n'est pas un instant T, mais qu'il faut vraiment avoir une évaluation longitudinale de l'état des animaux. Et que cette définition, si elle fait consensus désormais dans la communauté scientifique, eh bien on voit que son appropriation par la société, par les acteurs eux-mêmes, reste encore incomplète. Pour conclure sur ce point, donc, de rappeler que la reconnaissance de la nature sensible des animaux, elle est vraiment, comme le rappelait Louis Schetzer, à la base de notre souci moral à leur regard, que la sensibilité, la conscience des animaux est une propriété fondamentale des animaux, comme chez les humains, et elle est au cœur des capacités d'adaptation. Cette conscience que l'animal est capable de développer va conditionner finalement ce qu'il ressent de son environnement et de sa stratégie de s'adapter à son environnement. Au niveau recherche, donc, de nouveaux fronts de science sont désormais perceptibles et développés, que ce soit les contenus de conscience, pour comprendre, dire que les animaux sont conscients, ça ne veut pas dire qu'ils ont la même nature de conscience que l'homme, mais il faut être capable maintenant d'accéder vraiment à ces différentes natures en fonction des espèces, en fonction de leur développement physiologique, de leur âge. Il est aussi important de s'intéresser, de s'interpeller sur l'interface qu'il y a entre le bien-être animal, donc la santé mentale, on va dire, comme on le dit en médecine humaine, et la santé animale, la santé physique. Donc cette interface est indispensable à appréhender et d'étudier l'impact de l'un sur l'autre pour comprendre, en fait, avoir une vision, une gestion intégrée de la santé animale. Et aussi, comme autre front de science, c'est s'ouvrir vers comprendre améliorer le bien-être des animaux, c'est aussi gagnant-gagnant par rapport à améliorer la condition de vie, notamment au travail des acteurs. Cette question-là est développée dans le nouveau RMT, un réseau mixte technologique, One Welfare, qui est porté par IDEL. Donc le point de vue de l'animal, et c'est très rapide, mais j'espère vous avoir un peu convaincu qu'il était accessible par la science, on se donne les moyens et elle doit être prise en compte dans l'évolution des systèmes d'élevage. Et enfin, pour terminer, juste une ouverture sur ce développement aussi qui est à INRAE, non seulement de toujours s'investir sur la recherche, mais également donc d'apporter aussi un éclairage, un appui auprès des pouvoirs publics, de pouvoir aussi socialiser cette question avec une approche scientifique. La vocation de ce Centre national de référence pour le bien-être animal, qui est en fait une des actions développées par le plan stratégique développé par le ministère, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs de la recherche, du développement et de la formation, avec INRAE, avec l'ANSES, avec les écoles vétérinaires et avec les instituts techniques. Et aussi d'associer l'ensemble des parties prenantes, en fait, qu'elles soient publiques, privées, associatives, concernées par le bien-être, pour à la fois fournir un appui aux politiques publiques, mais également accompagner les différents acteurs socio-économiques dans cette appropriation du bien-être animal tel que j'ai essayé de vous le présenter rapidement. Et puis de contribuer aussi à diffuser les bonnes pratiques et voir les innovations de terrain ou les innovations aussi de la recherche. Et enfin, promouvoir les formations, la formation dont Michel Bossier parlait tout à l'heure, auprès des différents acteurs, vétérinaires, éleveurs, toute la chaîne finalement des acteurs de la chaîne alimentaire. Et puis également, ce travail se fait en partenariat avec la chaire partenariale, donc bien-être animal, portée par l'école de VetAgroSup à Lyon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alain. Alors moi, je vais d'abord vous poser une ou deux questions, Alain, puis ensuite je reviendrai vers vous, Michel. En vous écoutant, je me suis d'abord demandé si l'INRAE est une institution majeure sur laquelle les pouvoirs publics doivent s'appuyer pour prendre des décisions importantes, structurantes. Avez-vous le sentiment
que sur cet aspect des travaux de l'INRAE, sur ceux que vous dirigez, vous êtes bien entendu par les pouvoirs publics. Et du coup, j'ai une question connexe. Avez-vous les ressources financières? Il y a quelques élus dans la salle, voilà, Loïc notamment. C'est le moment de réclamer des budgets peut-être. Avez-vous les ressources suffisantes pour avancer sur ces sujets? D'autant que, et je terminerai ainsi ma question, est-ce que vous avez bien montré l'évolution des connaissances, vous avez même parlé de la conscience des animaux qui était relativement bien identifiée aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que dans ce domaine, la science n'en est qu'à ses débuts et qu'il y a encore beaucoup de découvertes devant nous, ou est-ce qu'il y a déjà une certaine maturité acquise? Donc je vais partir par la fin de votre question, déjà, quelque chose que je maîtrise mieux. Je maîtrise moins bien le financement. Donc au niveau recherche... Vous devez bien savoir si vous avez toutes les ressources je vais vous répondre. dont vous pourriez rêver. Mais bon, pour relier en fait à ce rapide tour d'horizon que j'ai pu présenter là, effectivement, la nature, enfin les natures de conscience chez les animaux, on en est au balbutiement. Donc c'est pour ça que je disais, un des nouveaux fronts de science de la recherche, et qui est affiché à INRAE aussi, en particulier, c'est de développer vraiment des recherches dédiées à appréhender la nature de conscience, pas seulement le niveau de conscience, c'est pas savoir effectivement de passer de l'état de pleine conscience à la phase de coma, mais la nature au sens qu'est-ce que l'animal est capable de percevoir et quelle est sa représentation de lui-même dans son environnement, dans son groupe d'élevage, dans l'atelier en question. C'est ces questions-là qui deviennent maintenant des sujets de recherche à part entière et de traiter cela en lien avec toute la dimension, les capacités cognitives que l'on découvre au fur et à mesure. Effectivement, plus on pose de questions, plus on comprendra effectivement les capacités, la puissance en fait de ressenti des animaux. Ça, c'est un front de science à part entière et qui va se développer dans le futur proche. Et c'est un front de science, comme vous dites, pour reprendre votre expression, qui est travaillé en coopération avec d'autres institutions internationales. Oui, complètement. Les partenaires français, que j'ai cités dans le cadre du CNR-BEA, mais également, bien sûr, tout ça se faisant, en fait, notamment avec tous les collègues européens, en grande partie, et avec le développement de programmes financés par la Commission européenne. Ça, c'est certain que la recherche menée dans son petit laboratoire, loin de tout, donc on n'avance pas. Et c'est bien la confrontation et la complémentarité entre les différents organismes, les différents points de vue qui vont enrichir en fait ces approches qui doivent être maintenant complètement interdisciplinaires. Et cette question d'interdisciplinarité, j'aurais pu le mettre aussi dans les fronts de sciences, c'est vraiment cette appréhension qui caractérise INRAE, mais pas que INRAE, c'est pour aborder des questions complexes. Eh bien, ce n'est pas une discipline qui va l'aborder, ce n'est pas l'éthologie ou ce n'est pas les neurosciences, mais ça va être rassembler l'éthologie, les neurosciences, la philosophie et puis les sciences de l'exploration imagée. Donc, c'est toutes ces questions-là et toutes ces structures-là, il y a vraiment une transformation dans la manière d'appréhender les questions et de se donner les moyens, effectivement, de pouvoir y répondre. Et maintenant, par rapport au financement, merci pour cet appel. Comme je l'ai dit, le CNR-BEA, le Centre national de référence pour le bien-être animal, est soutenu par le ministère de l'Agriculture, puisque ça fait partie de ce plan d'action, en fait, 2016-2020, en espérant qu'il soit reconduit, voire amélioré, en quelque sorte, avec un financement qui assure à peine les fonds de fonctionnement du centre de référence.
Et si je puis me permettre, oui, je souhaiterais qu'il soit conforté dans ses activités, dans ses missions, et renforcé d'un point de vue financier pour vraiment qu'on soit à la hauteur de nos ambitions. Je ne suis personnellement pas du genre à vouloir encourager les déficits et la dette, mais cette question est une question tellement fondamentale au cœur des enjeux de société et d'enjeux économiques que je crois qu'effectivement, il faut que le législateur soit attentif aux activités comme celles que vous menez. Pour terminer, je voudrais m'adresser à vous, Michel. Est-ce que vous avez le sentiment que le métier de vétérinaire a beaucoup évolué en raison de cette question du bien-être animal? Est-ce qu'il y a eu, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais est-ce que même entre les générations de vétérinaires, il y a des approches différentes? Est-ce qu'on rentre dans quelque chose de nouveau? Alors la réponse est très positive. Je pense qu'il suffit d'observer le comportement des jeunes étudiants vétérinaires. Disons qu'il y a une différence considérable d'attente et de comportement de la part des étudiants vétérinaires et des jeunes vétérinaires. Les jeunes vétérinaires, je dois dire aussi que je crois que c'est tout l'apport du féminin. Vous savez que notre profession est depuis le 1er février 2017 devenue en France une profession majoritairement féminine, alors qu'il y a, je dirais, 50 ans, elle était, je dirais, rarement féminine. Je pense qu'il y a l'apport de la femme qui est sûrement beaucoup plus attentive aux émotions, et notamment aux émotions chez les animaux. Donc ça, c'est certain, il y a un progrès, et puis je pense que l'ensemble du corps vétérinaire en a pris conscience, y compris les plus anciens. Il y a vraiment incontestablement des remises en cause. Et si vous me permettez un petit exemple, la douleur, oui, parce que finalement, la première chose, il y a des interventions en élevage, elles peuvent être douloureuses. La première chose, on parle de sensibilité, de conscience, mais la sensibilité, c'est d'abord la sensibilité douloureuse. Incontestablement, je peux vous dire que même entre le début de mon exercice et la fin de mon exercice, les progrès ont été considérables en anesthésiologie, en sédation, dans le soin, l'attention accordée par les vétérinaires et les éleveurs, je tiens à le dire, à la protection contre la douleur. D'ailleurs, aujourd'hui, puisque je pense que ce qui est intéressant maintenant qu'on sait que les animaux je dirais, sont doués de sensibilité et de conscience, la question aussi, s'agissant du bien-être, c'est de l'évaluer objectivement. Alors pour la douleur, les vétérinaires français disposent maintenant de grilles d'évaluation objective de la douleur chez le cheval, chez le chien. Ils ne disposent pas encore de grilles objectives. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que, regardez, pour l'homme, est-ce qu'on évalue objectivement une douleur chez l'homme? Je pense que c'est la difficulté, mais c'est le même problème que celle de l'appréciation objective du bien-être. C'est la même chose pour les animaux. D'ailleurs, pour l'homme, vous me posez la question de l'homme, l'évolution est récente. Il y a encore, je dirais, il a fallu attendre la deuxième moitié du siècle précédent pour qu'on s'accorde sur le fait que les enfants en très bas âge avaient une sensibilité douloureuse et qu'il était nécessaire de leur extirper, de leur arracher les amygdales autrement que sans anesthésie. Donc je pense que le progrès, il est, je dirais, avec les animaux, mais nous avons finalement la distance entre le progrès de la médecine humaine et de la médecine vétérinaire n'est pas si éloignée que cela dans ce domaine. Alors, il faut des grilles, il faut des moyens. Je serais tenté de demander à Alain maintenant... c'est bien maintenant, c'est tout cela, mais il faut des moyens d'évaluer objectivement non seulement la douleur, mais le bien-être. Voilà, les vétérinaires sont en demande de cela. Je sais que les moyens montent, et puis bien sûr, après, on n'aura pas le temps de le voir ici, et il faudra envisager quels sont les moyens concrets d'apporter davantage de bien-être en élevage. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Je note qu'on progresse de part et d'autre, et je note aussi que les vétérinaires sont féministes. Ça, c'est une très bonne nouvelle également. On va passer à la prochaine table ronde. Merci beaucoup.